Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bonjour. Ce cours de chimie 1, structure de la matière, est destiné aux étudiants L1 de la première année des sciences de la Terre. Ce programme de L1 contient 6 chapitres. Le premier chapitre est consacré à des généralités. La chimie est une science qui a pour but d'étudier et de comprendre les propriétés chimiques, physiques et dynamiques des substances qui forment la matière qui nous entoure. Toutefois, une question subsiste: par où commencer? Pour cela, il faut tout d'abord acquérir un certain vocabulaire et notions fondamentales qui permettent de comprendre le monde de la chimie. Commençons tout d'abord par définir la matière. La matière est tout ce qui est substance, de la plus petite poussière à la plus gigantesque étoile. Elle constitue tout ce qui possède une masse et qui occupe un volume dans l'espace. La matière est naturellement présente de façon courante sous forme solide, liquide ou gazeuse. Et ces états de la matière possèdent des propriétés physiques propres. L'état solide possède un volume et une forme bien définis. L'état liquide, par contre, l'état liquide possède un volume défini, mais aucune forme précise. Donc, il prend la forme de son contenant. Pour l'état gazeux, n'a ni volume ni forme définie. Il prend le volume et la forme de son contenant. Si je prends l'exemple de la glace, comme étant un solide, lorsque je chauffe la glace, par la suite, on aura un liquide. Donc, la glace fond, on aura un liquide. Donc, ça, c'est la phase ou l'état liquide. Lorsque je continue le chauffage, l'eau va s'évaporer et former de la vapeur. À des très hautes températures, les constituants de l'atome se séparent, c'est-à-dire les noyaux et les électrons, se déplacent indépendamment et forment un mélange globalement neutre. On parle alors d'un quatrième état qu'on appelle plasma. Cet état de la matière que l'on trouve dans les étoiles et le milieu interstellaire constitue la majorité de notre univers. Sur Terre, on ne le rencontre pas à l'état naturel, mais on le produit artificiellement en appliquant des champs électriques suffisamment puissants pour séparer le noyau de ses électrons dans les gaz. La matière subit des transformations de façon permanente. Celles-ci peuvent être de nature physique, c'est-à-dire changement d'état physique, ou des transformations nucléaires, c'est-à-dire des transformations à l'intérieur du noyau de l'atome, ou des transformations chimiques, c'est-à-dire modification de l'enchaînement des atomes au sein des entités chimiques présentes. Commençons tout d'abord par les changements physiques. Un changement physique est défini comme étant une transformation qui ne change pas la nature d'une substance. Il implique simplement un changement dans son état, sa forme ou ses dimensions physiques. Un changement d'état est le passage d'un état à un autre sous l'effet d'un changement de température ou de pression. La matière peut en général passer d'un état à l'autre. Sur l'écran, on a les différents changements d'état de la matière, donc entre état solide, liquide et gazeux. Donc le passage de l'état solide à l'état liquide est appelé fusion. Le passage inverse, c'est-à-dire de l'état liquide à l'état solide, on l'appelle solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux, c'est une vaporisation. L'inverse, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est une liquéfaction. Le passage de l'état solide
à l'état gazeux, c'est une sublimation. De l'état gazeux à l'état solide, c'est une condensation. Des fois, on l'appelle le passage de l'état gazeux à l'état liquide une condensation et le passage de l'état gazeux à l'état solide une condensation à l'état solide. L'eau qui se transforme en glaçon dans le congélateur, donc c'est une solidification. L'exemple le plus classique de la sublimation est celui que l'on peut parfois observer en hiver, lorsque l'atmosphère est sèche. La neige, c'est-à-dire forme solide de l'eau, finit par s'évaporer, c'est-à-dire former la phase gazeuse de l'eau, sans passer par l'état liquide. Un deuxième exemple qu'on trouve à la maison, c'est la naphtaline, ce que j'appelle le caphor. Donc vous l'utilisez à la maison. Donc le passage de la naphtaline, c'est-à-dire le caphor, il va passer de l'état solide à l'état gazeux. Donc sans passer par l'état liquide. Donc le naphtalène il est volatile. Le changement chimique, donc un changement chimique est une transformation qui change la nature d'une substance au moyen d'une réaction chimique. Exemple, si je prends l'exemple de la corrosion, donc le fer donne de la rouille, donc il va s'oxyder et former ce que j'appelle l'oxyde de fer. Deuxième exemple, c'est la combustion. Donc, le bois brûle pour donner de la cendre et des gaz. On peut reconnaître un changement chimique à certains indices. Donc, il y a 4 indices qu'on va utiliser. Formation d'un gaz, formation d'un précipité, changement de couleur, production de l'énergie sous forme de lumière et de la chaleur. Donc, ce sont des quatre indices qui nous permettent de reconnaître un changement chimique. Voici un exercice d'application. On va déterminer pour chaque cas le changement. Est-ce que c'est un changement physique ou chimique? Le premier exemple, c'est la fusion de la glace. Donc, on l'a déjà vu. Donc, la fusion de la glace, c'est une transformation physique. Donc, il n'y a pas un changement dans la nature. Donc, c'est un changement physique. Exemple B, un morceau de papier brûle. On l'a déjà vu. Donc, brûle. Donc, c'est un changement chimique. C'est-à-dire, on va voir un dégagement d'un gaz. C'est une transformation chimique. C'est les feuilles des arbres changent de couleur à l'automne. Donc, un changement de couleur, c'est un indice d'un changement chimique. Le chlorure de calcium, KCl, se dissout dans l'eau. C'est une transformation chimique. Lorsqu'un sel est ajouté à l'eau, il se dissocie, ce qui est bien différent de la simple dissolution et ou solubilisation. Donc, le KCl, il va former des ions, des cations et des anions. Donc, KCl va former K+, et Cl-. Donc, c'est une transformation chimique. La transformation physique consisterait à faire passer l'espèce de départ à l'état solide à l'état liquide en faisant fondre le sel à haute température ou à l'état gazeux en le portant à l'ébullition. L'explosion d'un feu d'artifice, c'est une transformation chimique. Donc, on prend l'exemple de la poudre noire. Dans le cas de la poudre noire,
Cette réaction, c'est la réaction de benzène. Donc, nitrate de calcium plus de carbone et de soufre. Donc, on aura un dégagement de CO2 et de l'azote. Donc l'oxydant, c'est le nitrate de potassium. Les réducteurs sont le soufre et le carbone. Les gaz produits, ce sont les dioxydes de carbone et le diazote. L'exemple F, l'attraction d'un clou en fer par un aimant. Donc attraction d'un clou de fer, donc c'est un changement physique. Exemple G, de lait qui suré. Donc c'est une transformation chimique. L'eau qui s'évapore, donc transformation, donc vaporisation, c'est une transformation physique. La fabrication d'un fil de cuivre à partir d'un lingot de cuivre, transformation physique, c'est-à-dire pas de changement de la nature. J'ai une vitre qui casse, donc transformation physique. K, la combustion d'une chandelle, donc c'est une transformation chimique, pardon. Donc il y a un dégagement d'un gaz. Donc changement dans la nature de la substance. Et enfin, une tomate qui mûrit au soleil, donc c'est une transformation chimique. La chimie est l'une des sciences qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, le fonctionnement de ce qu'il y a autour de nous et de répondre aux questions posées depuis des centaines d'années. L'étude de cette science nécessite l'élaboration de modèles qui nous permettent de décrire et comprendre la complexité de ce qui compose notre univers. Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité. Il aura fallu 25 siècles pour que le modèle de l'atome soit suffisamment satisfaisant et qu'il permette d'expliquer les réactions chimiques possibles et observables. De l'Antiquité à nos jours, de grands physiciens et chimistes ont étudié le constituant universel de toute chose qui est l'atome. Pour Démocrite, la matière est constituée de minuscules et indivisibles particules appelées atomes, qui pouvaient se lier par l'intermédiaire de crochets pour donner un corps, un objet son existence. Mais pour Aristote, la matière peut être divisée et résulte de la combinaison de 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. À défaut de preuves expérimentales, les idées émises par Démocrite restent à cette époque purement philosophiques. D'ailleurs, la chimie, au Moyen Âge, se développe sans se préoccuper des conceptions atomistiques des Grecs. Au XIXe siècle, toutes les théories mises de côté sont exhumées et approfondies grâce aux progrès techniques qui permettent de plonger au cœur de la matière. Dalton, scientifique anglais, est le premier à poser des bases scientifiques de la théorie élaborée par Démocrite. Elles sont au nombre de 5. La première, toute matière est constituée d'atomes. Les atomes d'un élément sont identiques. Les atomes d'éléments différents ont des masses différentes. Un composé est un mélange spécifique d'atomes d'un ou de plusieurs éléments. Lors d'une réaction chimique, les atomes ne sont ni créés ni détruits, mais se réarrangent pour donner de nouveaux composés. J.J. Thomson découvre que les rayons émis par une cathode métallique, quel qu'en soit le métal, dans un tube de Crookes, donc tube identique à celui des téléviseurs dans lequel le vide a été fait, sont constitués de particules chargées négativement. Donc ces particules cathodiques, il les appela électrons.
ils ont déduit que c'est un élément constitutif de l'atome. Il imagine en 1902 un modèle de l'atome comme une sphère électriquement neutre remplie d'une substance chargée positivement dans laquelle les électrons sont figés. Voici le schéma de modèle de Thomson. Pour Rutherford, il a démontré expérimentalement que la structure de l'atome d'hydrogène se compose d'un noyau très petit entouré d'électrons en mouvement. Pour prouver l'existence du noyau, Rutherford bombarde une feuille d'or de 0,1 micromètre d'épaisseur avec un faisceau de particules alpha. Donc les particules alpha, ce sont des particules de charge positive, c'est He2+. Il a observé que la feuille d'or n'a pas été endommagée. La plupart des particules alpha traversent sans déviation. Ces particules provoquent une tache lumineuse. 3. Le reste des particules sont déviées, c'est-à-dire et provoquent des scintillations en divers points. Donc, la plupart des particules alpha traversent sans déviation, c'est un pourcentage de 19,9. Donc, 1% n'a pas été dévié. Donc, Rutherford conclut donc à l'existence de particules chargées positivement dans l'atome d'or, qui repoussent les particules alpha. Ces particules sont confinées dans une petite partie de l'atome appelée noyau. Le modèle du système solaire est alors adopté. Le noyau central est associé au Soleil et les électrons gravitant autour aux planètes. Donc un noyau qui contient des protons et des neutrons et tout autour gravitent des électrons. Donc, pour résumer, donc l'atome est électriquement neutre. Donc, il est constitué d'un noyau de charge positive et d'un électron de charge et d'électrons charge négative. Le noyau est composé de protons de charge positive et de neutrons de charge nulle. D'accord? Il faut savoir que le calcul de rapport de rayon de l'atome par rapport au noyau, donc 10 puissance moins 10 sur 10 puissance moins 15, 10 puissance 5, donc le rayon de l'atome est plus grand 10 puissance 5 fois. C'est-à-dire que la quasi-totalité de l'atome est vide. Donc l'atome a une structure lacunaire. En dessous, donc, on donne, c'est-à-dire les différentes masses en kilogrammes, c'est-à-dire les masses de protons. 1, 673, 10 puissance moins 27 kg. Celle du neutron, 1, 67, 5, 10 puissance moins 27 kg. On voit que la masse est pratiquement la même. La masse de l'électron, c'est 9,1, 10 puissance moins 31 kg. Donc, elle est faible. La charge d'un proton, E, est égale à 1,602, 10 puissance moins 19 coulombs, positif. Celle de l'électron est 1, moins 1, 602, 10 puissance moins 19 coulombs. Pour la charge de neutrons, elle est égale à 0. Au XXe siècle, ce modèle couramment utilisé est déclaré faux avec l'avancée de la physique quantique. Donc, Bohr, Niels Bohr, Pauli et Schrödinger établissent que le noyau
est entouré d'un nuage d'électrons, plus ou moins dense, selon la probabilité de présence de ces derniers. Mais pour l'étude de l'atome et de ses propriétés, il est plus aisé de conserver le principe d'un nuage électronique composé d'orbitales ou couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. L'atome, molécule et élément. L'atome, le mot atome vient du mot grec atomos, c'est-à-dire insécable. Donc insécable parce qu'on croyait au début que l'atome est indivisible. Donc l'atome est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec un autre. Un atome est la plus petite partie d'un corps susceptible d'intervenir dans une réaction chimique. La matière est constituée par des particules infiniment petites ou des grains élémentaires qu'on appelle atomes. Il existe 118 espèces d'atomes ou éléments désignés chacun par un symbole qu'on appelle nucléide X à Z. Le A représente le nombre de masses ou le nombre de nucléons. Le Z, c'est le nombre de protons, ou ce que j'appelle le nombre de charges, ou encore numéro atomique. N, c'est le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons est égal au nombre de nucléons A moins le nombre de protons Z. Donc, le nucléon représente les protons et les neutrons. C'est à partir de ces symboles qu'on peut écrire les formules chimiques, exemple H2O. H2O. On appelle cette écriture formule chimique. Donc on a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Il faut savoir que la masse de l'atome est de l'ordre de 10 puissance au moins 26 kg et sa taille est de l'ordre de quelques angstroms. Tous les éléments ayant le même numéro atomique Z correspondent au même élément chimique noté X à Z. La molécule est un ensemble d'atomes au moins deux, identiques ou non, unis les uns aux autres par le biais de liaisons chimiques. Ces derniers sont les résultats de la mise en commun d'un certain nombre d'électrons gravitant sur la couche externe des atomes, ou ce que j'appelle la couche de valence. Donc sur ce schéma-là, on voit que à partir d'un atome, donc un ensemble d'atomes forment ce que j'appelle une molécule. Si les atomes sont identiques, on l'appelle élément. Si les atomes sont différents, on l'appelle composé. Pour l'atome, un seul atome est un élément. La constante d'Avogadro est nommée en honneur du physicien et chimiste italien Avogadro. La quantité de matière de la molécule est infiniment petite, donc elle est de l'ordre de grandeur de celle de l'atome. Pour obtenir des quantités à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique, on considère un très grand nombre de molécules. Ce nombre est symbolisé par Na, qu'on l'appelle nombre d'Avogadro. Son nombre est égal à 6022 10 puissance 23 entités. Donc l'entité, ça peut être atome ou molécule ou ion. On note le nombre d'Avogadro, donc 602 10 puissance 23, l'unité mol moins 1. Exemple, dans une mole d'atome d'oxygène, donc c'est clair, il y a un Avogadro atome.
d'oxygène, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 atomes d'oxygène. La même chose pour une mole de molécule, elle va contenir un Avogadro molécule d'eau. Une mole d'ion du sulfate va contenir la même chose, le même nombre, un Avogadro ion sulfate. Une mole, si je peux dire une mole de balle de tennis, ce sera un Avogadro balle de tennis, 6,02 10 puissance 23 balles de tennis. Donc, par convention, l'unité de la quantité de matière est la mole. Pour définir la mole, on a mesuré le nombre d'atomes présents dans 12 grammes de carbone. Donc, le carbone 12. On a trouvé 6,022 10 puissance 23 atomes qui représentent le nombre d'Avogadro. Donc, une mole d'atomes ou de molécules ou d'ions contient toujours un atome ou molécule ou ion. C'est le nombre d'Avogadro. Une mole est une quantité d'atomes ou de molécules. Un atome, une molécule, c'est quelque chose de microscopique. Donc c'est clair, c'est quelque chose de microscopique. En prenant une grande quantité d'atomes, une mole, on obtient un ensemble mesurable d'un point de vue macroscopique. Nous pouvons peser par exemple la masse d'une mole de sel de cuisine, un NaCl, avec une simple balance, alors qu'on ne peut pas peser la masse d'une molécule de NaCl. Un petit exercice. Donc, le nombre d'atomes de cuivre N présent dans 2,5 moles. Donc, pour calculer ce nombre, donc, on fait une règle de 3. D'accord? Donc, ça veut dire le nombre d'atomes est égal au nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Et on aura 1,5 10 puissance 24 d'atomes. Le nombre de moles de cuivre représenté par 2,10 fois 2 fois 10 22 atomes de cuivre. Donc pour calculer le nombre, donc, on divise par le nombre d'Avogadro. Donc ça sera 2 10 puissance 22 sur le nombre d'Avogadro. On a 0,033 moles d'atomes de cuivre. Donc le nombre d'atomes est égal au nombre de moles fois nombre d'Avogadro. Où le nombre de moles est égal au nombre d'atomes sur nombre d'Avogadro. L'unité de la masse atomique UAMA. L'unité de la masse atomique unifiée, symbolisée par le symbole U ou UAMA, est une unité de mesure standard utilisée pour mesurer la masse des atomes et des molécules. Cette unité n'appartient pas au système international SI et sa valeur est obtenue expérimentalement. Elle est définie comme le 1/2 de la masse d'un atome du nucléide carbone 12, non lié au repos et dans son état fondamental. Donc, un UAMA est égal à 1/2 de la masse d'un seul atome de carbone. Donc, la masse d'un seul atome de carbone, 12, donc elle est égale à 12, donc la masse molaire, sur le nombre d'Avogadro. Donc, si je simplifie, ça sera 1 sur Na gramme. Donc, un UAMA est égal à 1 sur Na gramme. Donc, c'est-à-dire c'est 1 sur 6,022 10 puissance 23 grammes. Donc, le calcul va nous donner 1,66 0,54 10 puissance moins 24 grammes. Et 1,66 est égal à 1,66 10 puissance moins 27 kg. Donc, l'équation 1, donc de l'équation 1, je peux calculer la masse d'un seul atome de carbone qui est égal à 12 UAMA. Donc, une correspondance utile. Donc,
au point de vue valeur, un UAMA est égal à 1 gramme, gramme par mol. C'est-à-dire la masse d'un atome en UAMA est égale à la masse molaire en grammes par mol au point de vue valeur. Donc on prend un exemple. Si je prends la masse molaire de l'oxygène 16 est égale à 16 grammes par mol. D'accord? Donc une mol équivaut à Na Avogadro. Donc maintenant 1 sur Na gramme, ça représente, on l'a déjà démontré, 1 sur Na c'est de l'UAMA. Donc est égal à 16 UAMA. Donc la masse molaire de l'oxygène est égale à 16. D'un côté, la masse molaire, c'est 16 grammes par mol. Et la masse atomique, la masse d'un seul atome d'oxygène, c'est 16 UAMA. La même chose pour le carbone. Donc, la même chose. Donc, la masse molaire de carbone 12, c'est 12 grammes par mol. Donc, automatiquement, la masse d'un seul atome de carbone, c'est 12 UAMA. Calculons la masse de l'électron, le proton et neutron en UAMA. Donc le calcul donne, donc c'est-à-dire le passage pour convertir le kilogramme en UAMA, on divise par 1,66 10 puissance moins 27. Donc vous aurez la masse de l'électron 5,5 10 puissance moins 4 UAMA, celle du proton 1,0074 UAMA, Mn, c'est la masse du neutron, c'est 1,0087 UAMA. On voit bien que les masses, la masse de protons et neutrons sont pratiquement proches. Masse molaire atomique. La masse molaire atomique M d'un échantillon, c'est la masse d'une mole de cet élément. L'unité, c'est grammes par mol. Donc, si je prends la masse d'une mole de carbone, c'est 12 grammes par mol. D'accord? C'est-à-dire, c'est la masse de 6,022 10 puissance 23 atomes de carbone. La masse d'un seul atome de carbone, il faut diviser par le nombre d'Avogadro, vous aurez 1,99 10 puissance moins 23 grammes. Donc, le symbole d'un élément représente une mole d'atome de cet élément. La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole de molécules, c'est aussi la somme des masses molaires atomiques des atomes composant la molécule. Exemple, si je prends la molécule d'eau, H2O, il y a deux atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Donc la masse molaire moléculaire est égale, donc M est égale à 2 fois la masse d'hydrogène plus la masse de l'oxygène. Et donc ça sera, on aura 18, donc 2 fois 1 plus 16, donc 18 grammes par mol. La formule d'un corps moléculaire représente une mole de ces molécules.